Bienvenue dans la grande interview consacrée à la présidentielle en Côte d'Ivoire. Nous sommes avec Mamadou Touré, le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, porte-parole adjoint du gouvernement d'Alassane Ouattara, candidat pour un troisième mandat présidentiel le 31 octobre prochain. Merci, monsieur le ministre, d'avoir accepté de répondre à nos questions dans cette grande interview. Merci de nous avoir invités. La candidature du président Alassane Ouattara suscite des tensions. D'abord, cette question, est-ce que, sincèrement, vous êtes certain que le scrutin du 31 octobre sera maintenu à la date prévue ? Mais il n'y a pas de raison que ce scrutin ne soit pas maintenu. Vous avez une commission électorale indépendante qui a un calendrier, qui tient son calendrier. Avant le scrutin du 31 octobre, il y a différentes étapes, qui est donc la révision de la liste électorale, le dépôt des candidatures. La plupart des candidats sont en train de déposer les candidatures dans les délais requis. Avant cela, nous avons vu la publication donc, de la liste provisoire qui a permis d'ouvrir une phase du contentieux. Et donc, nous aurons dans quelques jours la liste définitive. Vous avez un calendrier qui est tenu et les élections auront lieu le 31 octobre. Justement, cette question, c'est parce qu'il y a un climat particulier en ce moment en Côte d'Ivoire qui est suscité par la candidature du président Alassane Ouattara pour ce troisième mandat. Il y a des violences. Si ces violences s'aggravent, perdurent, comment la campagne électorale et cette journée de scrutin vont pouvoir se dérouler dans des conditions idéales? Alors, d'abord, je vais rectifier. La tension artificiellement créée aujourd'hui par l'opposition n'est pas du fait de la candidature de Ouattara. Cette tension artificiellement créée est du fait d'une opposition qui est dans une logique antidémocratique, qui ne s'est pas préparée à aller à des scrutins et essaie de trouver toutes sortes de prétextes pour justifier sa non-participation à l'élection présidentielle et qui a décidé de se réfugier dans une violence qui est totalement inacceptable. Aujourd'hui, ces activités de violence ont été totalement circonscrites. D'ailleurs, vous remarquez très bien que les mots d'ordre de l'opposition n'ont pas été suivis par les populations ivoiriennes. On a assisté à quelques guérillas par-ci, par-là, avec des gamins qui brûlaient des pneus dans des sous-quartiers d'Abidjan. En dehors de Beaunois, où on a eu une manifestation un peu plus importante, mais avec des dégâts et des tueries totalement inacceptables, cette opposition n'a pas eu l'adhésion des populations ivoiriennes. Ensuite, nous avons nos forces de l'ordre et de sécurité qui ont fait leur travail et qui ont permis de maintenir un climat de quiétude et de paix sur l'ensemble du territoire national. Il y a quand même eu des victimes lors de ces manifestations et l'opposition affirme de son côté, Monsieur Mamadou Touré, l'opposition affirme de son côté qu'elle manifeste pour contester le troisième mandat du président Alassane Ouattara, sa candidature, et ses militants descendent dans la rue. C'est ce que l'opposition affirme. Oui, mais aucune manifestation dans le monde entier visant à casser, à brûler et à tuer ne peut être acceptée. Lorsqu'on veut manifester, il y a des règles à respecter. Lorsqu'on annonce des marches et qu'on ne définit pas l'itinéraire de la marche et qu'on ne s'assure pas d'avoir les autorisations préalables, lorsqu'on pousse des jeunes instrumentalisés à les casser, piller, tuer, c'est inacceptable partout dans le monde. Et notre opposition s'est montrée totalement irresponsable dans ce contexte-là, et elle est responsable de ces violences et de ces tueries. Et d'ailleurs, je m'étonne que... Qui instrumentalise qui Mais c'est cette opposition qui instrumentalise une minorité de jeunes. Et d'ailleurs, je m'étonne que le président Rikona Bédié, qui a été quand même un ancien président de la République, qui a été un homme d'État, soit aujourd'hui lui-même l'un des responsables de cette situation. Alors justement, dans le camp d'Henri Konan Bédié, au PDCI, on affirme que les autorités, de leur côté, instrumentalisent justement les violences qui ont lieu en Côte d'Ivoire. Mais comment est-ce qu'on pourrait l'instrumentaliser, madame? Lorsque vous prenez Daoukro, à la veille de la manifestation, le siège du RHDP a été attaqué, saccagé, brûlé. Les premières victimes à Daoukro, en tout cas l'ont été pour l'une des deux victimes du camp de l'opposition, du camp du parti au pouvoir, du RHDP. Et une autre victime qui était une personne d'origine étrangère. Non, vous savez, on est dans la manipulation perpétuelle. Ce que nous avons tous constaté, c'est qu'une marche a été annoncée.
Cette marche n'a pas eu l'autorisation parce que les démarches préalables n'ont pas été effectuées. Nous avons assisté à des actions de guérilla dans des sous-quartiers d'Abidjan où des jeunes apparaissaient dans les rues, brûlaient des pneus, cassaient des bus, pillaient, etc. On pillait donc des véhicules, etc. Et le rôle du gouvernement était donc de maintenir donc la quiétude pour les populations. Aujourd'hui, nous avons un calme sur l'ensemble du territoire et les Ivoiriens vaquent à leur occupation. C'est que la situation, elle doit être tout de même inquiétante si le gouvernement a décidé d'interdire les manifestations au moins jusqu'au 15 septembre. Non, ce que le gouvernement a interdit, ce sont les manifestations de rue, puisqu'elles se sont transformées à des actes de violence avec mort d'homme, madame, ça c'est pas acceptable. Mais le gouvernement a persisté à dire que tous les rassemblements dans les lieux clos sont permis. D'ailleurs, nous-mêmes, au niveau du RHDP, avons organisé l'investiture du président Ouattara au stade Félix Houphouët-Boigny, il y avait plus de 100 000 personnes. L'opposition donc a la possibilité d'organiser des rassemblements, mais dans des lieux clos, tels que définis par la règle, donc la loi. Les rassemblements des partis d'opposition, des partis en lice pour cette présidentielle ne sont pas interdits? Les rassemblements ne sont pas interdits, sauf celles qui le sont dans la rue. Mais vous comprenez bien, vous connaissez les campagnes électorales, préélectorales, dans beaucoup de pays africains, ça se passe très souvent dans la rue, vous le savez bien. Oui, mais l'évolution de la situation sécuritaire permettra peut-être donc de réévaluer cette situation, mais nous ne pouvons pas accepter qu'un groupuscule d'individus use de la violence pour empêcher de nos citoyens de vaquer à leurs occupations. Voilà. Il y a des arrestations également. Je voudrais vous entendre là-dessus, notamment sur l'arrestation de Pulchéri Balé avec plusieurs de ses proches. C'est la présidente d'une ONG, Alternative Citoyenne Ivoirienne, LCI. Le procureur de la République d'Abidjan lui reproche d'avoir tenu des propos incitant notamment à l'insurrection civile et militaire, à la haine ethnique et religieuse, pour ne citer que ces accusations. Ses avocats dénoncent là des arrestations arbitraires à l'encontre de personnalités de la société civile. À partir du moment où une procédure judiciaire est enclenchée, vous me permettrez de ne pas rentrer dans un commentaire sur donc la procédure judiciaire. Mais de notre point de vue, ce qui est inacceptable, c'est que sous prétexte d'une manifestation et d'expression de droits démocratiques, on incite à la haine, on incite au meurtre. Relisez les messages sur les pancartes, relisez donc les discours qui sont tenus dans certains médias, même en ligne, de la part donc de certaines personnes de cette opposition, sous prétexte donc de manifestation avec expression démocratique. Il est inacceptable donc comme je l'ai dit tantôt, de piller, de tuer, etc. Et je vous dis, madame, nulle part dans le monde ce genre d'acte n'est accepté. Avant d'être leader politique, avant d'être responsable de la société civile, on est d'abord citoyen. Et en tant que citoyen, on est responsable de tous les actes qu'on pose. Mais c'est vrai que partout dans le monde, on voit aussi des organisations de la société civile tenter de faire bouger les lignes. On peut se demander si vous ne craignez pas finalement que tout cela vous dépasse, notamment sur les réseaux sociaux. Non, pas du tout. Pas du tout. Je vous ai dit d'ailleurs, cette opposition, dans sa velléité de créer le désordre et autres, n'a pas été suivie par les populations qui veulent aujourd'hui, après la grave crise que nous avons connue en 2010, qui ne demandent qu'à vivre tranquillement et à participer à un processus électoral où vous aurez donc la liberté de choisir donc le candidat, le futur président de la République. Donc, il n'y a pas d'inquiétude particulière. Voilà. Non, parce que vous savez qu'il y a eu des mouvements, par exemple au Sénégal en 2012, il y a eu le mouvement de la société civile, Y en a marre aussi, qui a quand même beaucoup bousculé à l'époque Abdoulaye Wade, dont la candidature était contestée. Plus récemment, on peut citer encore le mouvement du 5 juin au Mali. On sait qu'il y a un coup d'État militaire finalement qui a renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta. Ça, c'est vrai que ça peut inquiéter au niveau de la Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas d'abord dans le même contexte. Chaque pays a ses réalités. Nous ne sommes pas dans les mêmes configurations. Nous avons affaire à une minorité d'individus qui refusent d'aller dans un processus démocratique, qui refusent d'aller aux élections et qui ont décidé de poser des actes antidémocratiques, qui ont décidé donc, qui se réfugient aujourd'hui dans la violence et qui ne peuvent pas prospérer.
Le troisième mandat d'Alassane Ouattara, ce n'était pas prévu à la base. Il y a eu ce coup tragique du destin, le décès de l'ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui était perçu comme l'homme du consensus, aussi bien par l'opposition que par le pouvoir. Vous étiez proche. Alassane Ouattara ne s'était peut-être pas trompé en le choisissant. Dites-nous ce qu'il avait de si particulier qui pourrait peut-être expliquer pourquoi aujourd'hui le président est candidat à sa propre succession. Non, votre question ramène à deux choses. Amadou Gon Coulibaly était le candidat du RHDP. Choisi à l'unanimité donc des cadres du RHDP. Nous avons eu un conseil politique le 12 mars et nous avions demandé donc au président Ouattara qui avait décidé de se retirer que nous souhaiterions que Amadou Gon Coulibaly soit le candidat. Le choix de la majorité, l'écrasante majorité des cadres du RHDP, des militants du RHDP a été porté donc sur Amadou Gon Coulibaly. De par sa compétence, il a géré pendant 3 ans le gouvernement ivoirien, avec tous les résultats que nous avons obtenus, d'énormes progrès au niveau économique, au niveau social, de par les valeurs de loyauté qu'il a développées. Il a quand même eu 30 ans donc auprès du président Ouattara, auprès de qui il a appris. Amadou Gon était quelqu'un d'une très grande humilité, qui était un rassembleur, qui était un vrai chef d'équipe, et qui était le président du directoire du RHDP, donc qui a managé cette grosse famille politique en ayant autour de lui tous ces cadres venant donc d'horizons divers. Donc l'ensemble de cette qualité nous a amené à solliciter donc sa candidature, et donc le conseil politique a validé la candidature d'Amadou Gon Coulibaly. Malheureusement, le 8 juillet, Amadou Gon Coulibaly est décédé. Quasiment à 1 mois et demi donc, de la date de clôture des candidatures. À 1 mois et demi de la date de clôture des candidatures, il s'est posé à nous, au niveau du RHDP, beaucoup de défis. Trouver un candidat qui pourrait donc, au-delà de la compétence, fédérer autour de lui l'ensemble des militants, des cadres pour aller gagner ces élections. Et nous avons dit, pour relever le défi de notre union, de notre unité, en vue de garantir donc, notre victoire le 31 octobre, il n'y avait que la personne du président Alassane Ouattara qui, à nos yeux, était donc la personne idoine pour porter donc, notre candidature, et la candidature du RHDP. D'abord, ça nous permettait donc de régler l'équation de l'union, du défi de l'union à notre sein. Ensuite, pour nous, cette candidature permet donc de garantir la stabilité pour ce pays, parce que n'oubliez pas que nous évoluons quand même dans un contexte international qui est un peu difficile, avec tout ce que vous avez cité, avec donc toutes les velléités djihadistes, etc., etc. Et la Côte d'Ivoire a besoin d'un leadership fort, et pour nous, le président Ouattara incarne ce leadership. Mamadou Touré, on va marquer une courte pause et on va se retrouver dans un instant. A tout de suite pour la suite de cette grande interview sur RT France. Retour dans la grande interview. Nous sommes avec Mamadou Touré, le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes en Côte d'Ivoire, porte-parole du gouvernement d'Alassane Ouattara, en lice pour un 3e mandat présidentiel le 31 octobre. On parlait justement de cette candidature d'Alassane Ouattara. Vous étiez en train d'expliquer pourquoi il s'était présenté à la suite justement du décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Oui. Très sincèrement, on se demande aussi si le RHDP ne disposait pas d'un plan B. Il y a des personnalités au sein du RHDP. On peut citer par exemple le successeur d'Amadou Gon Coulibaly, Ahmed Bakayoko, qui est actuellement Premier ministre, toujours ministre de la Défense, ou encore Adama Bictogo, le directeur exécutif du RHDP. Toutes ces personnalités ne sont pas à la hauteur de la magistrature suprême? Non, le problème ne se pose pas en termes d'être à la hauteur ou pas. Nous avons énormément de cadres qui ont été formés par le président Alassane Ouattara. Je vous dis que nous avions le défi de notre unité. Vous savez, une victoire dépend aussi de l'unité. Je vous donne l'exemple de la présidentielle ici en France. Vous avez eu, donc, à la dernière présidentielle, des partis politiques importants qui n'ont pas su faire leur unité, qui ont organisé des primaires avec des cadres qui étaient tous présidentiables, mais qui se sont entredéchirés et qui n'ont pas pu gagner la présidentielle. Donc la compétence est une chose,
Mais l'unité en plus de la compétence est une autre chose. Et nous disons qu'aujourd'hui, le seul à même de fédérer tout le monde dans une dynamique, c'est le président Alassane Ouattara. D'ailleurs, les cadres que vous avez cités ont tous appelé à la candidature du président Ouattara, justement par rapport donc à ce défi d'unité. Mais au-delà donc du RHDP, dans le contexte actuel, nous estimons que le président Ouattara est celui qui a le leadership nécessaire pour faire face aux défis qui se posent à nous, tant au niveau interne qu'au niveau externe. Donc il ne s'agit pas donc de compétences. Ces cadres que vous citez sont compétents et il y en a d'autres aussi qui sont très compétents. Mais à 1 mois et demi du dépôt des candidatures, je mets au défi n'importe quel parti politique de pouvoir faire cet exercice, de trouver un candidat qui fédère tous les cadres et tous les militants. Alors, d'ailleurs, je trouve curieux, puisque vous avez reçu nos adversaires ici sur votre chaîne, prenez les partis qui sont en face de nous. La même question pourrait leur être posée. Le FPI, tendance Laurent Gbagbo, continue de réclamer la candidature de Laurent Gbagbo malgré la situation difficile dans laquelle il se trouve en rapport donc, avec la justice internationale, etc. Mais on aurait pu leur rétorquer la question de savoir mais pourquoi ils n'arrivent pas, eux, à trouver au sein du FPI un cadre compétent qui soit un plan B à Gbagbo. Le président Rikouna Bédi, à 90 ans, a dû mettre en place un code électoral au sein de son parti qui a exclu tous les autres candidats pour être le candidat unique donc au sein de son parti. On aurait pu se poser la question de savoir, mais pourquoi le président Rikouna Bédi, à 90 ans, n'a pas su trouver des cadres compétents. Alors, ce sont des questions justement que l'on a posées au cadre de ces partis. Mais sur la question en ce qui nous concerne, donc je vous l'ai dit en toute transparence, nous avions donc cette mort brutale d'Amadou Gon à 1 mois et demi du dépôt des candidatures, nous a posé donc un problème au niveau donc de notre capacité à nous fédérer, à nous unir autour d'un autre candidat. Et l'élément fédérateur chez nous, et tous les militants, tous les cadres l'ont dit, c'est le président Alassane Ouattara. Ça, ce sont les raisons politiques de cette candidature. Sur la question de l'illégalité, l'illégitimité de ce 3e mandat, quels sont les arguments pour le justifier? Il y a une réforme de la Constitution en 2016. Le point de vue de votre camp, c'est de dire les compteurs sont à zéro, on recommence. Mais nous avons une nouvelle Constitution. Nous sommes dans la 3e République. D'ailleurs, tous nos adversaires sont d'accord à l'époque à dire que nous étions dans une nouvelle République, nous sommes dans une 3e République. Et à partir de ce moment, le président Ouattara, pour sa candidature d'octobre 2020, sera à sa première candidature sous la 3e République. Et s'il est élu, il sera à son premier mandat sous la 3e République. Après, il y a des points de vue divergents donc, qui émanent de l'opposition, c'est leur droit. Ce que nous disons, c'est que chacun peut y aller de son interprétation de la Constitution. D'ailleurs, les juristes y vont de leur interprétation dans un sens ou dans un autre. Nous avons un juge constitutionnel qui est le seul habilité à trancher sur la question. Et si on est démocrate, c'est parce qu'on est aussi respectueux donc, des institutions et des lois, mais on s'en référera donc au juge constitutionnel qui décidera. Alors cette fois, vous dites que vous allez vous référer au juge constitutionnel. En 2010, la Cour constitutionnelle, elle s'était prononcée pour réfuter les résultats à l'époque de la commission électorale après l'élection et le RHDP, toute l'alliance fouettiste s'est opposée justement à la décision de la Cour constitutionnelle. Alors, même le Conseil constitutionnel, même la Cour constitutionnelle, quand elle a une décision, elle est obligée donc de se baser sur la loi. Ce qui a été dénoncé en 2010, pas seulement par le RHDP, mais par tout le monde, la communauté internationale, etc., c'est que le Conseil constitutionnel ait décidé d'invalider une partie des résultats d'une partie donc, du territoire national en violation de ce que la loi disait. La loi disait en 2010 que si des irrégularités étaient constatées par le Conseil constitutionnel, et que ces irrégularités étaient de nature à entacher la crédibilité du scrutin, elle devait annuler l'ensemble du scrutin et non annuler une partie donc, du scrutin. Et d'ailleurs, le président de cette cour a dû revenir sur sa décision, a dû s'expliquer. Voilà, donc on n'est pas dans la même situation. Il s'agit aujourd'hui, donc, pour cette cour, de donner un avis sur donc, une disposition constitutionnelle. Et d'ailleurs, au Sénégal, madame,
on se retrouve dans la même configuration. Vous savez que le président Wade avait procédé à une modification de la Constitution, à la mise en place d'une nouvelle Constitution. Le président Wade, donc ses opposants, avaient contesté sa légitimité, sa légalité et la légalité donc à pouvoir être candidat. Le juge constitutionnel a tranché dans le sens que le président Wade pouvait être candidat. Il a été candidat. Une partie de l'opposition a boycotté. Le président Macky Sall est allé au scrutin avec le président Wade. Il a gagné les élections. Et aujourd'hui, c'est le président Macky Sall qui est candidat. Alors, pas d'élection. Au-delà de ces débats, ce sont les Ivoiriens. Ce que je veux faire ressortir, c'est que ce sont les Ivoiriens qui votent. Si ceux qui parlent, qui sont de l'opposition, qui ne sont pas une incohérence, sont sûrs qu'ils ont la majorité des Ivoiriens avec eux, mais allons aux élections. Laissons les Ivoiriens choisir qui sera leur président. Il y a toujours la question de l'indépendance de cette Cour constitutionnelle qui se pose. L'indépendance par rapport à quoi? Ben, c'est pas la Cour constitutionnelle va se prononcer sur les candidatures, donc l'interprétation qu'elle fera donc, de la Constitution et l'analyse qu'elle fera des dossiers de candidature, mais c'est pas le Conseil constitutionnel qui vote, c'est bien les Ivoiriens qui votent. Pas d'élection pour Laurent Gbagbo, l'ancien président ivoirien, son acolyte Charles Blé Goudé, idem. Même chose pour l'ex-chef des forces rebelles Guillaume Soro, puisque la commission électorale indépendante les a rayés des listes électorales, a rejeté le recours de quelques-uns d'entre eux. Ça peut être perçu aussi par leur électorat, parce qu'il y a quand même une base fidèle à Laurent Gbagbo, à Charles Blé Goudé, à Guillaume Soro. Ça peut être perçu comme une humiliation. Moi, je ne vais pas rentrer dans une interprétation des procédures. Vous avez un état de droit, madame, c'est aussi des règles. Vous avez un code électoral qui a été adopté, qui a été voté à l'Assemblée nationale. Et dans le code électoral, il est prévu que toute personne qui fait l'objet d'une condamnation définitive ne puisse pas être sur la liste électorale. Ce n'est pas une loi qui visait personnellement les personnes que vous avez citées. Ce que le président de la commission électorale a expliqué, c'est qu'en pareille circonstance, la commission électorale écrit au ministère de la Justice pour avoir la liste, entre deux révisions de la liste électorale, pour avoir la liste de tous les condamnés de façon définitive. Et toutes ces personnes sont dans un premier temps sorties de la liste. Elles ont la possibilité de faire un recours auprès donc, de la commission électorale indépendante ou donc de la justice, mais il leur revient donc dessus les procédures. Moi, j'ai Ces pas de trois commentaires. personnalités sont sous le coup Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé. Il y a une procédure encore en cours à La Haye qui n'est pas achevée au moment où on se parle, mais ils sont aussi sous le coup d'une procédure judiciaire en Côte d'Ivoire. L'opposition réclame leur amnistie. Pour Laurent Gbagbo, précisément, son épouse Simone Gbagbo demande à Alassane Ouattara d'amnistier Laurent Gbagbo. On se souvient d'ailleurs qu'en 2006, Laurent Gbagbo, il avait fait revenir Alassane Ouattara au pays. Quelle est la position aujourd'hui du gouvernement ivoirien sur l'amnistie? Notre position, c'est que tant que nous avons des procédures qui sont pendantes à la justice, nous refusons tout commentaire, toute immixtion dans les procédures judiciaires. Vous avez rappelé vous-même, contrairement à tout ce qui est dit, la procédure à la CPI n'est pas terminée. Laurent Gbagbo bénéficie d'une liberté conditionnelle. Il y a un recours qui est en cours donc, auprès du juge d'appel, qui doit se prononcer. Il faut laisser donc toutes les procédures se terminer. Et quand toutes ces procédures seront terminées, en ce moment, peut-être le président Ouattara donc, va aviser. Mais pour l'heure, vous avez des procédures en cours. Et nous refusons donc par principe tout commentaire sur les procédures. Est-ce que vous vous dites que l'opposition a raison, que le retour de Laurent Gbagbo, de Charles Blé Goudé, de Guillaume Soro, leur amnistie, leur retour au pays, c'est une question cruciale pour sceller la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire? Mais moi, j'ai même entendu certains de vos confrères dire que s'alarmer pour dire que si Laurent Gbagbo et d'autres candidatures importantes, Bédié, etc., ne sont pas candidats à l'élection présidentielle, ça ouvre la voie donc à la violence. Je dis, je ne suis pas d'accord. Rappelez-vous qu'en 2010, tous les candidats importants étaient candidats à l'élection présidentielle. Ça n'a pas empêché la violence. Donc, c'est pas la question de la violence, de la stabilité ne se pose pas en termes d'ambition personnelle de tel ou tel. Cela émane plus de notre posture, de nos discours responsables, etc. Parce qu'on voit que, par exemple, il y a des violences communautaires en Côte d'Ivoire encore aujourd'hui. Ça veut dire que peut-être que la réconciliation nationale, elle n'est pas scellée. Non, la réconciliation est un processus.
Aujourd'hui, quand vous regardez la situation en 2011, au moment où le président Ouattara accédait donc à la magistrature suprême, et que vous prenez la situation aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. La plupart des réfugiés dans la sous-région sont revenus en Côte d'Ivoire. Plus de 90% des réfugiés sont revenus, avec des enfants qui ont été scolarisés. Des milliers de victimes ont été indemnisées par le gouvernement ivoirien. Certains réfugiés ont retrouvé leur emploi dans l'administration publique, etc. C'est autant d'actes qui ont été donc posés par le gouvernement. Mais on est curieux de savoir, en contrepartie, quels sont les actes qui ont été posés par cette opposition. Quand vous prenez une dame comme Simone Veil Gbagbo, qui a bénéficié justement du processus de réconciliation à travers l'amnistie dont elle a bénéficié, mais qu'aujourd'hui il y a encore des discours rétrogrades, xénophobes, de rejet donc d'une partie des Ivoiriens et de l'étranger, c'est là inacceptable. Donc ça veut dire qu'on aura, malgré toute la bonne volonté du gouvernement et tous les actes qui ont été posés, si en face, nous n'avons pas des personnes qui sont réceptives et qui elles-mêmes sont dans une dynamique de réconciliation, au niveau politique, ça sera difficile. Mais au niveau des populations, elles vaguent à leurs occupations. D'ailleurs, les velléités d'instrumentalisation des populations pour amener les communautés à s'entre-déchirer entre elles n'a pas prospéré parce que les Ivoiriens aujourd'hui, dans leur grande majorité, veulent vivre en paix et ne veulent plus revivre ce qu'on a connu en 2010. Merci beaucoup à vous, Mamadou Touré. Je rappelle que vous êtes le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes en Côte d'Ivoire, porte-parole adjoint du gouvernement d'Alassane Ouattara, en lice donc pour un 3e mandat le 31 octobre prochain. Merci à vous. Merci beaucoup. Et merci à vous d'avoir suivi cette grande interview, une grande interview que vous pouvez retrouver en podcast sur nos réseaux sociaux, notre site internet rtfrance.tv. Merci de votre attention et à très bientôt.